Chers maîtres, chers intervenants, chers invités, bonjour. Je suis Mariam Belglouch et je suis la chargée de communication du Conseil régional des notaires de Rabat. Et surtout, je vous souhaite à tous la bienvenue aujourd'hui au deuxième petit déjeuner des notaires organisé par le Conseil régional de Rabat. Alors, forcément, j'ai des messages à vous faire passer. Forcément, j'ai des choses à vous dire. Donc, la première, c'est que rappeler un peu le concept du petit déjeuner des notaires. Donc, c'est un concept nouvellement créé par le Conseil régional qui vise à assurer une formation continue aux notaires que vous êtes sur des thèmes d'actualité qui vous intéressent. La deuxième info que j'ai à vous donner, c'est la création de notre page Facebook. Donc pour tous les notaires connectés à Facebook, donc si vous voulez avoir de nos informations, si vous voulez avoir nos messages en direct, eh ben, il suffit de nous chercher sur Facebook, c'est Conseil régional des notaires de Rabat tout simplement. Je pense que je vais arrêter la musique, c'est mieux ? Oui. Et voilà. Alors, la deuxième info que j'ai à vous transmettre, enfin je vous l'ai déjà envoyée par mail, mais pour ceux qui ne consultent pas trop leur boîte mail, c'est le certificat de signature électronique qu'a mis en place le Conseil régional des notaires de Rabat concernant l'autorisation de l'article 12 de la loi 3209, donc pour les signatures hors de vos études. Donc si vous voulez avoir des informations complémentaires, n'hésitez vraiment pas à nous contacter soit par téléphone, soit par mail pour vous donner toutes les informations. Et pour les personnes qui n'ont pas pu avoir les documents, donc pareil, n'hésitez pas à me contacter, je ferai le nécessaire pour que l'opération se fasse très très bien. Une date des dépôts de dossier va être déterminée très bientôt, on vous la communiquera par mail, on vous la communiquera sur Facebook, donc si vous êtes réactif, eh ben, vous aurez votre certificat très rapidement et je suis sûre que vous y verrez en tout cas tous les bienfaits. Alors la deuxième des choses, c'est par rapport à la bibliothèque virtuelle, je pense que Oussed va vous en parler plus, mais en tout cas on vous annonce en réel, donc en direct, la création de la bibliothèque virtuelle du Conseil régional des notaires de Rabat, qui est en accès libre, bien entendu, au siège. Maintenant, je vais passer la parole à Maître Zouzi, donc le président du département formation, que je vous demande d'applaudir très fort. Alors, merci Mrim. Donc, mes chers consoeurs, chers confrères, chers invités, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir animer ce deuxième petit déjeuner des notaires de la région de Rabat. Je vais m'inscrire dans la même démarche de Mrim par rapport à certaines informations. Vous avez vu dans votre chemise à Rabat le catalogue de formation. Donc c'est un catalogue de formation pour tous les cibles de l'étude notariale qui commence par les stagiaires, les notaires, les élus, les inspecteurs, etc. La mise en place d'une bibliothèque virtuelle et vous êtes tous invités à venir au Conseil régional si vous voulez faire des recherches sur place au Conseil régional. Un PC est à votre disposition pour faire vos recherches et puis imprimer si vous voulez. Troisième point, c'est la procédure d'enregistrement. Comme vous le savez, on a tenu des réunions avec le service d'enregistrement de Rabat au niveau régional mais aussi au niveau national. Donc ça va être accéléré. Parmi nous, il y a des notaires qui ont été avec moi à la dernière réunion de Rabat. Donc forcément, la procédure va être accélérée. Maintenant, on va arriver à 15 jours dans l'espoir de venir dans 2 mois à une journée, Inch'Allah, bihawlillah. Et puis voilà, donc le thème d'aujourd'hui. Alors le thème d'aujourd'hui, le notaire et la réglementation des changes, c'est un thème que vous avez tous sollicité, vous avez tous porté un intérêt particulier pour ce thème. Alors au Maroc, comme d'autres pays, la réglementation des changes revêt une importance capitale du fait qu'elle détermine dans une large mesure l'attractivité économique de la loi, la compétitivité de l'économie et la capacité des pays à drainer des capitaux étrangers.
Alors s'il est vrai que la réglementation d'échange tend progressivement et depuis quelques années au Maroc à instaurer un régime de convertibilité non contraignant et plus flexible, il n'en demeure pas moins vrai que la réussite d'une telle transition dépend de façon directe de la performance du marché d'échange, de la crédibilité des autorités monétaires et de la pertinence de la politique monétaire, et d'une manière indirecte de l'efficacité des acteurs juridiques et économiques du pays. Le notaire, délégataire de la puissance publique, c'est le tiers de confiance qui joue un rôle déterminant dans la pérennité économique des investissements, puisqu'il est appelé, dans le cadre de ses missions, les missions que lui confie, à appliquer les dispositions de la réglementation d'échange. Une telle mission ne peut réussir qu'à travers des actions communes, telles que d'aujourd'hui, de sensibilisation et de formation, dont l'objectif principal est de placer le notaire et l'acte notarié au cœur du processus de libéralisation d'échange et de l'instauration d'un régime flexible de convertibilité. Et c'est dans cette perspective que le Conseil régional des notaires de Rabat s'est rapproché de l'Office d'échange pour l'organisation de ce deuxième petit déjeuner des notaires sous le thème « Le notaire et la réglementation d'échange ». Je profite de cette occasion pour remercier l'Office d'échange en la personne de son directeur, par intérim, M. Bencher, qui a été très attentif à notre demande de collaboration. Je remercie aussi M. Mustafa Hafsi, qui est à ma droite, chef de département des intermédiaires agréés près de l'Office d'échange, pour sa réactivité, sa disponibilité et son sens d'écoute, avec qui nous avons tenu 2 réunions de cadrage pour préparer ce petit déjeuner des notaires. Mes remerciements vont également à M. Brahmi, attaché de direction, chargé de la communication, et M. Nordin Abdelaziz, chef de division contrôle des opérations commerciales à l'Office d'échange, pour avoir répondu à notre invitation et avoir pris de leur temps pour s'associer à notre initiative. Permettez-moi aussi à cette occasion de remercier M. le Président du Conseil national, qui n'est pas avec nous, il devait être avec nous, pour l'appui qu'il nous a accordé pour l'organisation d'un tel événement. Mes remerciements vont également à M. le Président du Conseil régional, M. Maître Amin Zneber, qui est actuellement en mission à Atlantique Radio. Alors, il anime avec Madame la secrétaire générale, Maître Ben Ali, et le président du conseil régional des notaires de Casablanca, l'émission des experts. Donc, ils sont avec des flingues, ce sont des experts qui vont animer cette matinée. Le thème, c'est le notaire et le notaire au vu de la loi 3209, une évaluation de la loi, une gestion de crise que nous vivons actuellement. On vit toujours une situation de crise. Alors, le plus difficile, c'est de communiquer dans cette situation. Donc, on espère pour eux bon courage et on va les écouter en différé. Okay. Alors, je remercie également Madame la représentante de LexisNexis Maroc, qui est avec nous, qui a fait le déplacement depuis Paris pour venir ici. Alors, LexisNexis, avec qui on va signer un contrat de partenariat, c'est pour la veille juridique, aussi pour l'encadrement et pour l'organisation des actions de communes de formation, c'est ça. Et puis, elle est là pour voir avec nous la réglementation d'échange et faire un petit rapport que j'espère qu'il sera publié à LexisNexis. D'ailleurs, les travaux du forum thématique sur la promesse de vente ont été publiés au dernier numéro LexisNexis. Madame, elle a déjà une copie. Mes remerciements à Sir Anebar, qui est l'un de nôtres. Donc, c'est un avocat notaire. On va la créer, Inch'Allah, bihawlillah. Alors, bien sûr, cette formation ne serait réalisée sans l'application et la présence de nos consoeurs et confrères qui ont fait le déplacement jusqu'à Rabat. Et celles et ceux de Rabat qui nous ont honorés de leur présence, je vous demande tous de les applaudir et merci beaucoup. Alors, sans trop tarder, pour rentrer dans le vif du sujet et pour mieux cerner le
le thème d'aujourd'hui, on va essayer de procéder par axe, comme on a fait pour la dernière fois. Donc les interventions ou bien le débat seront axés en 4 étapes. Alors, bien sûr, les intervenants, Inch'Allah, vont intervenir et on va donner la parole à la salle en fin de chaque axe, ou bien s'il y a une question pertinente ou une question pour une réplique sur un point déterminant. Donc, sans trop tarder, donc, juste pour présenter les axes que nous avons aujourd'hui. Alors, un premier axe sur l'institution, parce que l'office de change a beaucoup changé. Donc, on veut bien savoir l'organigramme, l'émission, très brièvement. Et aussi, on a beaucoup entendu de la contribution libératoire. On a fait un peu tard, mais je sais qu'il y a un changement, donc au niveau une réglementation en la matière. Donc, ce sera l'occasion pour la présenter. Un deuxième axe sur l'investissement étranger. Qu'est-ce que c'est que l'investisseur? L'investissement et les financements des investissements et les moyens de preuve. Le troisième, sur le transfert des fonds. Et bien le quatrième, le notaire en tant qu'assujetti à la réglementation de change. C'est un citoyen qui se déplace et qui a besoin d'argent pour sortir à l'étranger. Donc sans trop tarder, je passe la parole à M. Brahimi. Merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie l'Ordre régional des notaires de Rabat pour la programmation de ce petit déjeuner débat. Il nous arrive très fréquemment d'animer des séminaires et des conférences, mais jamais, je dirais pas jamais, mais les événements qu'on anime à Rabat sont vraiment très limités et ça nous fait vraiment plaisir d'être vraiment parmi vous aujourd'hui à Rabat. Alors on m'a chargé de faire cette première partie, la partie institutionnelle, et vous parler un tout petit peu de la contribution libératoire. Alors, contribution libératoire, opération phare de l'année 2014, mais qui laisse toujours je dirais pas des séquelles, mais il y a toujours une gestion du post-contribution libératoire, notamment parce que cette contribution libératoire a donné lieu à l'existence d'un certain nombre de comptes, comptes en dirhams convertibles, comptes en devises, des biens déclarés qui sont détenus actuellement en toute légalité, des actifs financiers également. Et donc il y a toute une gestion du post-contribution libératoire qui est forcément induite. Mis à part la contribution libératoire, il y a une nouvelle loi qui s'adresse aux Marocains résidant à l'étranger et aux anciens Marocains résidant à l'étranger. C'est une loi qui est vraiment un aboutissement d'un effort colossal. Bon, c'est un peu grâce à la contribution libératoire qu'on a pu concrétiser la publication de cette loi, qui attend juste la publication de l'arrêté d'application pour qu'elle entre en vigueur. Et donc pour cette première partie, moi j'aurai le plaisir de vous présenter un tout petit peu l'Office d'échange, ses missions et ses attributions. On va échanger un tout petit peu sur le régime de convertibilité. Vous allez voir que on est pratiquement dans un régime de convertibilité totale, à quelques petites différences près. Contribution libératoire, opération courante, et puis pour laisser la parole à mon ami Sihfsé pour vous exposer le régime des investissements étrangers au Maroc. Alors l'Office d'échange, c'est une autorité chargée par le ministre de l'économie et des finances d'assurer 2 missions principales, je dirais même pas principales, 2 missions tout court. La première consiste à réglementer les opérations réalisées entre le Maroc et l'étranger dans un cadre de libéralisation économique qui s'inscrit dans une logique d'ouverture progressive et dans le respect des équilibres macroéconomiques. Et puis la première mission réglementée qui est forcément liée à une mission de contrôle, un contrôle d'échange, un contrôle de régularité des opérations déléguées au système bancaire. Et puis la deuxième mission, qui est une mission très importante également, est celle d'élaborer les statistiques des échanges extérieurs. Nous sommes ravis, nous sommes honorés du fait que nos statistiques sont jugées de très bonne facture, et ça, c'est pas des opérateurs publics marocains, des producteurs de statistiques au Maroc qui le disent seulement, mais tous nos partenaires, même étrangers, le confirment. Alors, en 2012, nous avons
opéré une réorganisation des structures de l'office d'échange de manière à être vraiment, à moderniser un tout petit peu l'organisation interne de l'office d'échange. Et donc, on est placé, je dirais, au même nombre de départements qu'il y avait avant, mais avec une logique orientée opérateur, avec un département opérateur qui était avec le département intermédiaire agréé, la très grande nouveauté de cet organigramme. Un département opérateur qui constitue en quelque sorte le front office de l'office d'échange, dans le sens où il y a une prise en charge en temps réel des opérateurs, de leur demande d'information, de leur demande d'autorisation. Alors ce département est composé de 3 divisions. La division information opérateur qui est le socle, le véritable front office. Et puis 2 divisions du contrôle a posteriori, la division commerciale qui est chapeautée par mon ami Abdelaziz Nordine et la division des opérations financières. Ces 2 divisions exercent un contrôle sur pièce, un contrôle a posteriori de toutes les opérations commerciales et financières. Alors la deuxième nouveauté, c'est le département intermédiaire agréé qui a été créé parce qu'on a compris en fin de compte que l'office d'échange, une organisation, un organisme centralisé, un organisme central qui est composé de 280 à 300 personnes, il nous était pratiquement impossible d'être présent partout dans toutes les régions du royaume. Donc la création de ce département vient justement parce qu'on a compris que nous avons un réseau d'intermédiaires agréés qui est très large, très élargi, et qui peut jouer ce rôle de relais, qui peut être vraiment présent partout, et il remplit cette proximité avec l'opérateur et avec le citoyen. Et donc, il y a eu création de ce département qui est composé de 2 divisions. Une division, je dirais, sympathique, qui est la division relations intermédiaires agréées, qui s'assure de gérer toute la relation avec les intermédiaires agréés, que ce soit les banques ou bien les services du Trésor aussi, qui sont considérés comme intermédiaires agréés, les bureaux de change et les sociétés de transfert de fonds. Et puis la partie la moins sympathique, qui est chapeautée également par CFC, qui est l'inspection intermédiaire agréée. Bon, le reste, c'est des structures à la fois... bon, le département statistique, franchement, il n'a pas changé énormément parce qu'il y a eu une opération de jumelage avec l'Union européenne et c'est en fonction des conclusions de cette opération de jumelage qu'il a été restructuré. Et puis le département inspection qui est très performant malgré le fait qu'il ne dispose que d'un service derrière, mais il y a toute une équipe d'inspecteurs qui quadrille parfaitement tout le territoire national. Et les autres départements, c'est des départements, je dirais, qui gèrent un peu le support, la bonne gouvernance, le système d'information. Je crois que le système d'information sera détaillé par CFC également. Alors, le régime de convertibilité, on nous reproche énormément de fois pourquoi le Maroc ne franchit pas le pas et ne passe pas à un régime de convertibilité totale. Moi, franchement, je serais tenté de connaître un peu votre avis, à froid déjà. Est-ce que vous êtes pour une convertibilité totale, ou bien vous êtes pour un système où l'on se dirige vers une convertibilité totale, certes, mais d'une manière vraiment prudente et progressive? Peut-être bien qu'on prendra les avis tout à l'heure, il y a que c'est aussi. D'accord. Alors, le processus de libéralisation et d'ouverture de l'économie marocaine, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'inscrit parfaitement dans une logique, mais toujours prudente et toujours progressive. En 1993, le Maroc a adhéré à l'article 8 des statuts du Fonds monétaire international. Alors, cet article 8 prévoit entre autres une convertibilité partielle, une convertibilité pour les opérations courantes. Et donc, la possibilité de réaliser toutes les opérations de transfert au titre des opérations courantes directement via le système bancaire, sans pour autant avoir à demander une autorisation préalable à l'office d'échange. Alors, la convertibilité du dirham pour les opérations capitales réalisées par des non-résidents, cette opération, en fait, cette convertibilité, elle, a été franchie bien avant 1993, à l'inverse de ce que pourraient croire certaines personnes. En 1988, il y avait des instructions royales qui tendent vers le sens de libéraliser l'acte d'investir, l'acte de transférer
les revenus d'investissement et la possibilité également de transférer le produit de cession et plus-value comprise, le produit de cession ou liquidation, plus-value comprise. Et ça a donné lieu à une fameuse circulaire, je suis sûr qu'une bonne partie d'entre vous la connaissent, qui est abrogée, qui est insérée dans le corps de l'instruction générale aujourd'hui. Donc les dispositions sont insérées dans le corps de l'instruction générale. C'est la circulaire 1589. Alors cette circulaire 1589, elle a été publiée notamment pour consacrer ces 3 libertés fondamentales qui sont tant recherchées par tous les investisseurs partout dans le monde. Alors ouverture partielle pour les opérations capitales réalisées par des résidents. En 2007, on a franchi le pas d'une petite, moi je dirais un petit pas vers la convertibilité pour les opérations d'investissement des résidents à l'étranger. Et là, je ne sais pas s'il y a du détail, non? Alors, pour ces opérations d'investissement marocain à l'étranger, nous avons libéralisé l'investissement marocain à l'étranger pour des entreprises qui justifient au minimum de 3 années d'activité, dont la comptabilité est certifiée sans réserve significative, qui investissent dans le même secteur d'activité. Et valeur aujourd'hui, les plafonds de ces opérations sont portés à 50 millions de dirhams partout dans le monde et 100 millions de dirhams en Afrique. Et puis il y a des opérations de placement qui sont également prévues, notamment en faveur des OPCVM, des organismes de retraite, des banques, mais qui ne dépassent pas un taux de 10%. C'est-à-dire, et c'est justement ces taux réduits qui ont fait que notre économie a été épargnée, mais dans une moindre mesure, des répercussions de la crise financière de 2008. C'était justement cette insertion dans l'économie mondiale, la finance mondiale, qui était vraiment limitée à des pourcentages pas très importants. Alors, les opérations courantes qui étaient prévues par le fameux article 8 des statuts du Fonds monétaire international, ce sont toutes les opérations du commerce international, importation, exportation de biens, et également l'importation et exportation de services, le transport international, l'assurance, les assurances et la réassurance, les voyages d'affaires, les voyages personnels. Toutes ces opérations, ce sont des opérations courantes dont les règlements aujourd'hui, et je dirais même pas aujourd'hui, depuis 1993, interviennent directement via le système bancaire. Bien entendu, il faut que ces demandes de transfert soient documentées et pour que la banque exécute les transferts de ces opérations. Alors, nous aimons bien ce terme librement, réalisé librement par le système bancaire, parce que c'est le cas. C'est une liberté d'exécution de ces transferts. Donc les entités résidentes peuvent réaliser en toute liberté tous les règlements liés à des opérations courantes. Alors, quand on dit opérations courantes, c'est les opérations que j'ai énumérées tout à l'heure. C'est des opérations d'importation et exportation de biens, des opérations d'assistance technique, un terme que je n'affectionne pas forcément parce que il renferme une petite connotation péjorative, alors que actuellement, partout dans le monde, on parle de commerce des services. C'est des prestations de services, c'est des importations de services tout court qui donnent lieu à un règlement et qui sont achetés et vendus partout dans le monde, par tous les pays, par tous les opérateurs de tous les pays. Donc ce vocable d'assistance technique étrangère a tendance à disparaître, et je crois qu'il va disparaître avec la dernière mouture de l'instruction générale qui est au stade de validation. Transfert des économies sur revenus pour des étrangers résidents. On a également élargi cette disposition à des Marocains résidant à l'étranger qui sont affectés. Eux préfèrent parler d'expatriation, moi je préfère parler de détachement parce qu'ils sont dans leur patrie, et donc les contrats de détachement qui sont signés par des Marocains résidant à l'étranger qui sont affectés à des postes au Maroc peuvent également donner lieu à des transferts d'économies sur revenus au même titre que pour les étrangers résidents. Et puis le transfert des revenus générés par des investissements étrangers au Maroc, c'est une opération courante et non pas une opération en capital quand il s'agit de transférer les revenus générés par ces investissements. Alors que le transfert du produit de cession ou de liquidation constitue une opération en capital. Voilà, ça c'est pour la partie... tu passes faire les opérations en capital, tu fais la contribution, on fait comment?
Quelle contribution libératoire? Ah là, on ne peut pas faire en 2 mots 28 milliards de dirhams. D'accord, alors... Alors, je vais vous parler de contribution libératoire, mais également de la loi 63-14, qui s'adresse aux Marocains résidant à l'étranger, dont je suis particulièrement très fier. Alors, ça fait finir hein? F5. Ah, là, c'est d'être l'écran. Bien. Alors, contribution libératoire, un petit bilan. Je vais vous parler également, vous pouvez être interpellé par des personnes qui étaient concernées par la contribution libératoire mais qui n'ont pas fait de déclaration, et donc je vous parlerai des régularisations post-contribution libératoire également. Perspective de la réglementation d'échange, ça, mon ami Sehfsi s'en occupera. Alors, je passe... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors la contribution libératoire, c'est une opération qui a été menée durant l'année 2014, qui était prévue par la loi de finances, l'article 4 de la loi de finances 2014, et qui prévoit, disons-le, une amnistie en faveur des personnes qui disposaient d'avoirs non déclarés, constitués illégalement à l'étranger, en infraction à la réglementation d'échange, parce que c'est le cas. Nous avons un Dahir de 1959 qui interdit à tout Marocain résident de disposer ou de constituer un avoir à l'étranger. Quand on dit avoir, c'est tout type d'avoir qui a une valeur, biens immeubles, actifs financiers, avoirs liquides, et même on a reçu des déclarations pour des lingots d'or qui étaient mis sur des comptes, des tableaux, des œuvres d'art, des voitures de... Oui, et même plus. Et donc, le gouvernement, en 2014, a décidé d'ouvrir la porte à ces personnes-là pour régulariser leur situation, et moyennant le paiement d'une contribution libératoire. On a appelé ça contribution libératoire parce qu'il y a un caractère plutôt social derrière, parce que le montant total de cette contribution libératoire a été affecté, le montant a été affecté en totalité au fonds d'appui à la cohésion sociale. Et puis voilà, c'est la contribution libératoire, et puis ça a connu une grande réussite parce qu'il y a énormément de facteurs qui ont contribué à sa réussite, des facteurs que je pourrais passer rapidement. Nous avons un contexte international qui commence à devenir extrêmement étroit pour les gens qui ne respectent pas les législations et les réglementations locales. Nous avons la Foreign Account Tax Compliance Act, la FATCA, une loi américaine qui a commencé à être signée entre les États-Unis et la majeure partie des pays du monde depuis déjà l'année 2010. C'est une loi qui consacre le principe d'extraterritorialité de l'impôt, alors que partout dans le monde, la logique veut, le principe du domicile fiscal est la règle. Alors, mis à part la FATCA exige, les pays signataires de la FATCA sont dans l'obligation de transmettre toutes les informations qui concernent des ressortissants américains, même quand ils ne sont pas résidents aux États-Unis. Donc ils les transmettent au fisc américain. Alors en 2014, 28-29 octobre, il y a eu la 7e réunion du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements dans le cadre de l'OCDE, échange de renseignements à des fins fiscales. Et la majeure partie des membres, ils se sont engagés à mettre en place une nouvelle norme internationale sur l'échange automatique qui certainement prendra effet à partir de l'année 2018. Il y a un certain nombre de pays jugés paradis fiscaux, des pays des Caraïbes, des pays alors le Panama, le Bahreïn, ça c'est des pays qui ont refusé de signer l'accord. Par contre, Hong Kong, les Bahamas, le Luxembourg, le Singapour, la Suisse, tous ces pays se sont engagés à mettre en place une procédure de transmission, d'échange d'informations dès 2018. Alors, pour ce qui est du Maroc, nous sommes signataires, nous sommes membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales.
Ce forum réunit un peu plus de 122 pays. En 2013, nous avons signé la convention OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Et puis en 2014, nous nous sommes engagés dans un processus préparatif à l'échange d'informations, à l'échange automatique. Aujourd'hui, il y a un échange à la demande. On va transiter vers un échange automatique pour passer à la fin vers un échange spontané, c'est-à-dire lorsqu'un ressortissant marocain chercherait à ouvrir un compte ou bien lorsque l'administration fiscale d'un pays signataire de cette convention se rendrait compte qu'un détenteur d'un bien immeuble ou d'un actif financier est marocain résidant au Maroc, eh bien l'autorité marocaine, l'administration fiscale marocaine serait systématiquement informée d'une manière spontanée. Bon, ça c'est pour faire peur aux gens qui ne jouent pas le jeu. Il y a un isolement des contrevenants mondiaux sur des places offshore non compliant pour un traitement radical à partir de 2017. C'est vrai, c'est pas juste pour faire peur, mais c'est vrai. Il y a des campagnes de clôture de comptes non déclarés sur des places historiques de gestion de fortune à partir du premier trimestre 2015, et nous avons reçu énormément de personnes qui ont été destinataires d'un certain nombre de correspondances de banques étrangères les invitant à soit présenter des justificatifs comme quoi leurs avoirs sont détenus en toute légalité, ou bien procéder à la clôture de ces comptes ou de ces portefeuilles titres, ou encore la banque transfère ces comptes-là vers la caisse de dépôt et de consignation. Là, c'est une lettre, on a essayé de brouiller un peu les pistes, on a masqué les logos, et on a oublié de masquer dans le corps du texte qu'il s'agit bien d'UBS qui a relancé un ressortissant marocain. Alors, ça c'est une deuxième lettre, là on a bien masqué les choses, mais c'est une lettre de BNP, il n'y a plus de secret. Alors, la réglementation d'échange, pour faire un petit bref historique, c'est une réglementation qui commence à devenir vraiment archaïque, et nous en sommes conscients, et nous avons commencé des chantiers pour l'actualisation et la modernisation des textes de base. Nous avons un Daïr de 1939 qui a décrété la prohibition ou la réglementation de l'exportation de capitaux. Nous avons un arrêté de 1940 qui énumère les infractions à la réglementation d'échange, et donc sont considérées comme une infraction à la réglementation d'échange à la fois la constitution d'avoirs à l'étranger et la non-déclaration. Le défaut de déclaration est également une infraction à la réglementation d'échange. Et donc, il y a également, même quand on déclare la détention d'un bien à l'étranger ou d'un avoir à l'étranger, nous ne pouvons disposer de cet avoir ou en modifier la consistance que si l'on a été préalablement autorisé par l'office d'échange. Et donc, l'acte de disposition sans autorisation préalable de l'office d'échange est une infraction également à la réglementation d'échange qui est réprimée par le Daïr de 1949, qui prévoit des sanctions de 5 fois le montant du corps du délit, plus le corps du délit, ce qui fait que c'est 6 fois le montant, 600% le montant du corps du délit, qui peuvent être cumulés à des peines privatives de liberté. Bien entendu, heureusement, il y a la procédure de régularisation par voie transactionnelle, qui, elle, est gérée par le directeur. Il a l'assise juridique, il a la base juridique qui permet au directeur de l'office d'échange de transiger. Et généralement, la majeure partie des infractions sont régularisées par voie transactionnelle, parce qu'imaginez une infraction qui porte sur plusieurs millions de dirhams, quand c'est multiplié par 600%, c'est pas très joli. Alors là, c'est une partie fiscale que je vais zapper rapidement. Ouais, ça c'est une opportunité, c'est du marketing pour la contribution libératoire. Alors, les avantages, oui, franchement, la contribution libératoire a été l'opportunité pour des fortunes marocaines d'envisager la restructuration de groupes familiaux pour une meilleure gestion de leur patrimoine. C'est une solution parce qu'il y avait une précarité juridique. Imaginez quelqu'un qui détient un portefeuille titre en Suisse ou au Luxembourg et son gestionnaire, son chargé de compte, sait très bien que c'est quelqu'un qui est en infraction. Il peut lui mettre sur le dos tous les titres possibles et imaginables, même ceux qui ne sont même pas vraiment intéressants. Et j'ai été choqué l'année dernière quand j'ai appris qu'il y avait quelqu'un qui a pris contact avec moi personnellement pour m'expliquer qu'il était très content de payer la contribution libératoire, sachant qu'il avait payé un joli montant.
justement parce qu'il avait perdu un peu plus de 8 millions d'euros dans des actifs financiers qui valaient vraiment pas la peine d'être achetés. Alors, 2015, nous avons fait le forcing pour qu'il y ait 3 articles de modifiés dans la loi de finances, justement pour aider, pour maintenir l'anonymat des déclarants. Et donc, les déclarations fiscales pour des revenus générés par des actifs financiers à l'étranger sont faites via le système bancaire sur une base annuelle et non plus mensuelle. Et puis, une 3e disposition qui concerne, elle, la possibilité de compenser entre plus et moins-value. Et là, donc, c'est fait dans le cadre des mesures d'accompagnement pour permettre à ces gens de maintenir leur anonymat qui était prévu par l'article 4 de la loi de finances 2014. Donc, concrètement, je passe les détails. D'accord. Le bilan, nous sommes ravis de vous dire que l'opération on a réussi à avoir un peu plus de 27 milliards de dirhams de déclarations. Quand je le dis aussi fièrement, c'est qu'au début, notre objectif était de 5 milliards de dirhams de déclarations. Nous avons des déclarations qui dépassent les 18 000, pratiquement de 19 000 déclarations. Quand on dit déclaration, ce n'est pas vraiment déclarant, c'est une petite erreur. Ces déclarations, c'est parce qu'un seul déclarant peut faire plusieurs déclarations auprès de plusieurs banques. Et donc nous avons un peu plus du tiers en biens immeubles. C'est des valeurs historiques. D'accord. Là, quand je me lâche à la contribution, j'adore. Alors, je conclus rapidement sur la loi des MRE, si vous permettez. Voilà. Alors, la contribution libératoire a eu on a profité de cette contribution libératoire parce qu'on a identifié un problème. Il y a beaucoup de Marocains qui étaient des Marocains résidant à l'étranger qui sont rentrés au Maroc et qui n'ont pas respecté l'obligation de déclarer dans le délai de 3 mois. Et donc, à partir de là, ils se retrouvent forcément en situation d'infraction à la réglementation d'échange pour défaut de déclaration. Et ça a été pris en considération par toutes les parties prenantes. Nous avons proposé une loi qui est actuellement publiée au bulletin officiel du 12 mars 2015. Et donc, le texte d'application est pratiquement dans la dernière étape de validation pour sa publication. Alors, dans le détail, c'est une loi qui porte le délai de déclaration de 3 mois à 1 année, avec possibilité d'effectuer des actes de disposition sans en référer à l'office d'échange, et avec la possibilité de garder les avoirs déclarés à l'étranger, sans pour autant être amené à les rapatrier au Maroc. Et donc, in fine, on peut garder un compte à l'étranger, ou bien le rapatrier les disponibilités de ce compte et les loger dans un compte en dirham convertible en devise à hauteur de 100%. Et cerise sur le gâteau, il y a une amnistie fiscale derrière, donc on ne paie pas les 4 années non prescrites et on ne paie absolument pas de contribution libératoire. Un dernier des points, les anciens MRE sont également concernés par cette disposition et bénéficient des mêmes avantages et ont les mêmes obligations qui se résument à un reporting annuel pour que l'on puisse suivre la modification des avoirs du Maroc à l'étranger et pour que l'on puisse avoir une position extérieure globale qui renseigne sur la réalité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien entendu, s'il y a des questions, moi je suis preneur. Monsieur, merci. Alors, juste, vraiment, je vous remercie pour ces explications. Et connaître l'institution et ses attributions, c'est très important. La contribution libératoire de même. La contribution libératoire de même parce qu'on est tenu dans le cadre de nos activités, des missions qui nous est confiée d'échanger avec l'office d'échange. Quand on dit échanger avec l'office d'échange, on est tous sollicités pour des affaires, pour des contrats qui impliquent l'application de la réglementation d'échange. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je prends à titre d'exemple une vente immobilière simple dont le vendeur est un étranger qui a
résident ou non, on va faire des cas, résident ou non, moyen de preuve, etc. Ou bien un étranger qui va vendre ce bien. Voyons, est-ce qu'il a la garantie de retransfert ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? À qui s'adresser? C'est l'objectif de ce deuxième axe. Axe qui s'articule autour de 3 points: investissement, investisseur